Bonjour et merci de m'avoir accueilli dans ces lieux où souffle l'esprit. Bien, je voudrais vous parler donc le titre de ma communication, c'est l'utopie contre la famille. Un regard même distrait ou distant sur l'actualité politique, législative, jurisprudentielle, et sur ces fameuses avancées sociétales qui se succèdent et s'additionnent. Mariage pour tous, contestation de l'autorité parentale, contrôle de l'État sur la famille, pesanteur fiscale, projet éducatif englobant, théorie du genre, PMA, GPA, eugénisme, euthanasie, etc. Un simple regard donc sur tout cela permet de deviner, même sans tomber dans l'obsession du complot, l'existence d'une offensive coordonnée, cohérente et réfléchie contre la famille. Une offensive qui, à la réflexion, semble coïncider historiquement avec un courant de pensée bien connu qui est l'utopie. Alors, l'utopie, que l'on peut faire remonter jusqu'à Platon et dont la dénomination a été inventée il y a 499 ans par un utopiste anglais, Thomas More, l'utopie donc évoque entre le rêve et le projet la volonté de créer ici-bas une république parfaite, une cité idéale construite par et pour l'homme, lequel, à travers elle, s'impose comme le centre de l'univers, le maître et le possesseur de la nature. À cette tradition, l'utopie se rattache depuis la Renaissance de très nombreux auteurs, mais également d'innombrables tentatives de réalisation, et en particulier, et c'est l'important pour nous, l'ensemble des projets totalitaires, que ce soit ceux de la Révolution française, du communisme et du nazisme. Or, cette utopie qui prétend créer artificiellement une société parfaite, car absolument conforme à la raison, a toujours été en guerre ouverte contre la famille. C'est-à-dire contre ce qui, dans l'ordre politique, lui apparaît comme la manifestation de la nature et de l'irrationalité. Tous les utopistes, depuis Platon jusqu'à Wells, notait ainsi un spécialiste, Pierre Versin, tous les utopistes ont consacré un chapitre ou un paragraphe pour détruire la famille. Lorsque Gide s'écriait « Famille, je vous hais », il ne faisait que reprendre un lieu commun de l'utopie. Revenir donc sur les modalités de cette guerre de l'utopie contre la famille et pointer les similitudes avec ce qui se passe de nos jours permet ainsi peut-être de mieux comprendre le sens profond, le sens caché de l'offensive contemporaine. Permet de deviner jusqu'où elle pourrait aller, l'utopie, on vient de le rappeler, étant la matrice de tous les systèmes totalitaires. C'est ce qu'on se propose d'examiner donc en 3 moments successifs, le bouleversement des structures, l'échange des rôles et les finalités de l'offensive. Le bouleversement des structures. Pour l'utopiste, les structures familiales sont, comme la nature elle-même, dépourvues de valeur propre. Au contraire, ces structures lui paraissent condamnables dans la mesure où elles ancrent l'individu dans le passé, la tradition et le font dépendre du hasard et du libre choix. Elles doivent par conséquent être déconstruites et remplacées, qu'il s'agisse du groupe familial lui-même, du mariage ou du rapport entre parents et enfants. Le groupe familial. Les utopies semblent unanimes dans leur contestation de celui-ci, même si les modalités qu'elles envisagent sont variables. Dans certains textes ou certains systèmes, le groupe familial disparaît purement et simplement. C'est le cas lorsque, comme chez Platon, la cité idéale instaure le communisme des femmes et des enfants. Il n'y a plus alors que des individus, et en face, le tout, la République ou l'État. Dans d'autres cas, la famille naturelle se trouve remplacée par une famille artificielle qui conserve la dénomination, mais avec un tout autre sens. C'est ce qu'on trouve chez Thomas More, par exemple, où l'on qualifie de famille des groupes artificiels de 10 personnes au moins et 16 personnes au plus, qui ne sont pas liés par un lien biologique particulier. À cet égard, il est précisé que chaque ville, dans l'utopie de Thomas More, donc, doit comporter 6000 de ces familles, lesquelles ne sont plus que des unités de mesure et des relais de la puissance publique. Dans d'autres textes encore, la famille naturelle cède le pas à l'État, la grande famille, éventuellement dirigée par le grand frère, le fameux Big Brother de 1984. C'est alors cette grande famille qui va adopter les enfants, soit dès leur naissance, soit un peu après, puis qui va se charger de les élever, comme on le verra plus loin. En lien avec cette contestation du groupe familial, on peut évoquer également, comme d'actualité d'ailleurs, et comme extrêmement significatif, la remise en question du nom de famille. Le nom constituant un élément décisif dans le sentiment d'identité, d'appartenance et de continuité familiale. Deuxième point, le mariage.
plutôt que d'évoquer une actualité que nous connaissons bien, on peut évoquer comme caractéristique de l'utopie la haine exprimée par Himmler, grand patron de l'ASS et principal promoteur de l'utopie nazie, sa haine donc pour le mariage monogamique de tradition chrétienne. Là encore, l'utopie est unanime, même si les voix divergent. Dans certains cas, le mariage disparaît. Parallèlement au communisme des femmes, déjà évoqué, on peut citer le phalanstère de Fourier, qui a émerveillé les 68 arts, ou encore l'amour libre, théorisé et pratiqué à Oneida, une utopie communiste darwinienne établie aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle. La polygamie, par ailleurs, est également à l'honneur dans certains systèmes utopiques. Himmler, lui-même, prévoyait d'instaurer, après la victoire définitive de l'Allemagne hitlérienne, une bigamie visant à la fois à améliorer la race et à récompenser les héros. Dans d'autres utopies proto-nazies, on prévoit des mariages successifs, l'homme changeant d'épouse dès que celle-ci est enceinte. Dans d'autres utopies, enfin, le mariage est encadré, c'est-à-dire organisé de façon plus ou moins obligatoire, sans possibilité de choisir son conjoint ou de ne pas s'en voir autoritairement séparé. Troisième point quant aux structures, le rapport parent-enfant. Un rapport qui est remis en cause dans toutes les utopies, là encore. D'une part, en effet, l'utopie conteste systématiquement l'autorité exercée par les parents, et notamment le rôle du père. La qualité de père, je cite, ne donne point la raison, affirme ainsi Gilbert, un utopiste français du XVIIIe siècle. Or, seule la raison est un titre à gouverner. À la même époque, un autre utopiste français, Gabriel de Foigny, assure que laisser les enfants sous la puissance du père biologique, souvent fort déraisonnable, tient, je cite, plus de la bête que de l'homme. À cet égard, on peut évoquer les débats contemporains sur la fessée et sur son interdiction programmée. Certes, on laisse aux parents l'autorité que leur concède le Code civil, mais en les privant de la possibilité d'infliger une sanction sans laquelle la dite autorité perd beaucoup de sa consistance. La sanction concrète, et donc l'autorité véritable, se trouve ainsi transférée à l'État, puisque lorsque cet enfant mal élevé commettra un jour ou l'autre un acte grave, il pourra se voir infliger une sanction pénale par les tribunaux. Et à ce propos, on peut noter qu'en URSS, dans l'URSS de Staline, c'est au moment précis où l'on favorise le relâchement des contraintes et des liens familiaux que l'on adopte la loi du 7 avril 1935, en vertu de laquelle les enfants de plus de 12 ans sont passibles des mêmes peines que les adultes. Dans le même esprit, les utopies organisent une inversion du rapport entre parents et enfants et la surveillance idéologique des premiers qui est confiée aux seconds. C'est ce que décrit Orwell dans 1984, et c'est ce qui, nous le savons, correspond strictement à la réalité de toutes les utopies totalitaires. La Florence de Savonarola, la France de Robespierre, l'Allemagne d'Hitler, le Cambodge de Pol Pot, ou l'URSS des bolcheviks, où l'on va héroïser Pavlik Morozov, un jeune pionnier qui, par attachement au régime, dénonce les agissements antisocialistes de son père, lequel sera arrêté puis exécuté. En l'occurrence, cette inversion du rapport naturel a notamment pour objectif l'éradication du lien affectif et, en dernière analyse, la disparition de la structure familiale en tant que groupe cohérent, uni et solidaire. Deuxième aspect, l'échange des rôles. Le second aspect de l'offensive utopique contre la famille consiste à retirer à celle-ci toute fonction, et donc toute utilité, et donc toute raison d'être, qu'il s'agisse de la vie, de la mort ou de la transmission. La vie. Bien avant Darwin, l'utopie, et avant Hitler, l'utopie a été obsédée par l'ambition de produire des êtres à la hauteur de sa propre perfection, de fabriquer l'homme nouveau, le nouvel Adam du nouveau paradis terrestre. L'un des exemples les plus frappants à cet égard se trouve dans une utopie publiée au début du XVIIe siècle, La Cité du Soleil, de Tommaso Campanella, où la procréation et la sexualité, scientifiquement organisées sous la direction d'experts mandatés par l'État, permet d'améliorer l'espèce en fonction des besoins de la cité. Cette idée, reprise au pied de la lettre dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, en 1932, sera mise en œuvre l'année suivante par la biocratie nationale socialiste. L'objectif de celle-ci, le seul objectif de celle-ci,
c'est de fabriquer le surhomme de demain. Et pour cela, de se substituer à la nature, à la famille et à la liberté laissée jusqu'alors à cette dernière. C'est également dans le cadre de l'utopie nazie que va prospérer une institution terrifiante, le célèbre Lebensborn, où l'on peut voir quelque chose comme la prémonition de notre moderne GPA. Initié par Himmler en 1935 et patronné directement par lui, le projet Lebensborn, fontaine de vie, consiste à accueillir des femmes enceintes, généralement non mariées, afin de faciliter leur grossesse, puis, après l'accouchement, de préparer l'adoption de leur enfant par des familles politiquement sûres et racialement pures. En 1939, le rapport d'activité des Lebensborn salue ainsi l'héroïsme de ces femmes qui, je cite, ont choisi d'offrir, malgré l'immensité du sacrifice, un enfant à la nation. La famille a disparu, elle est remplacée dans le cadre nazi par l'État, comme elle sera remplacée par le marché et par les structures capitalistes, si la GPA est pleinement autorisée. La mort. Dans l'utopie, c'est également de l'État que relève la mort. C'est les enfants à naître, en premier lieu, avec une pratique décomplexée de l'eugénisme et de l'avortement. Pour assurer la perfection de l'espèce et l'arrivée de l'homme nouveau, il faut pouvoir éliminer, avant la naissance ou au moment de celle-ci, les tarés ou les non-désirés. Au motif, bien entendu, que ces derniers, s'ils avaient le malheur de survivre, seraient condamnés à une existence pénible, aussi pénible pour eux-mêmes que pour leur entourage. On a toujours de très bonnes raisons pour justifier ce type d'acte, un type d'acte que, soulignons-le, les médecins nazis qualifiaient de Gnadentod, la mort par pitié. L'euthanasie est également un lieu commun de l'utopie. Pour elle, en effet, il n'y a pas à laisser faire la nature ou le hasard. La mort, tout comme la vie, doit être organisée rationnellement, scientifiquement. C'est ainsi que dans la plupart des utopies, on salue comme un citoyen modèle et vertueux celui qui, devenu vieux ou malade ou impotent, accepte le suicide assisté afin de ne plus rester un poids inutile pour la collectivité. Quant à la famille, il est bien entendu qu'elle n'a plus son mot à dire. C'est ce que comprirent rapidement les parents des handicapés éliminés dans l'Allemagne hitlérienne dans le cadre de la célèbre opération T4. Troisième point, la transmission. N'ayant plus à se soucier de la vie et de la mort, prise en charge par la collectivité, la famille demeure-t-elle au moins le lieu de la transmission, celle des valeurs, des principes et des croyances, par le biais de l'éducation? Eh bien non, même pas. Et l'on retrouve le leitmotiv selon lequel la famille, fait de nature et non pas de raison, ne saurait par conséquent se charger de l'éducation des enfants, c'est-à-dire de ceux qui seront les hommes nouveaux de demain. Au XVIIe siècle, un utopiste français, Denis Verras, expliquait qu'on ne saurait laisser les jeunes enfants entre les mains des parents, autrement dit, de personnes si peu capables de les cultiver. Un siècle plus tard, c'est précisément à ce souci que répond le très célèbre plan d'éducation rédigé en 1792 par Michel Lepelletier et présenté à la Convention par Robespierre en juillet 1993, la Convention qu'il adoptera d'enthousiasme. Ce plan républicain d'éducation consiste en vue d'éduquer tous les enfants de façon égale, identique et républicaine, à les enlever à leur famille dès l'âge de 5 ans et à les élever jusqu'à l'âge de 12 ans dans d'immenses internats d'État. Dans les conditions difficiles que connaît alors la France, ce projet robespierriste ne sera pas mis en œuvre. Mais il paraît extrêmement significatif de la méfiance éprouvée par les utopies à l'égard de la famille et donc de la nécessité d'instituer un mode de transmission alternatif des valeurs et des principes. Ce projet, on le retrouve, là encore, dans tous les grands systèmes totalitaires du XXe siècle. Dans le Troisième Reich, les jeunes Allemands de 8 à 18 ans sont ainsi obligatoirement inscrits dans la jeunesse hitlérienne. Comme le note à l'époque le diplomate André-François Poncet, qui est ambassadeur de France à Berlin, les jeunes Allemands forment ainsi une jeunesse d'État à laquelle il sera impossible aux parents de soustraire leurs enfants.
Dans ce cadre, insiste une loi du Reich du 1er décembre 1936, je cite, « La totalité de la jeunesse allemande est éduquée physiquement, intellectuellement et spirituellement dans l'esprit du national-socialisme, au service du peuple et de la communauté. » De nos jours, le raccourci est saisissant, mais il n'est pas illégitime, l'impérialisme scolaire, les théories développées par un Vincent Payon, la volonté d'éduquer malgré les parents et contre eux, relèvent, au fond, largement de la même perspective. Au total donc, bouleversé... J'ai pas tout à fait fini, merci. Au total donc, bouleversé dans ses structures, la famille, remodelée par l'utopie, n'a pratiquement plus aucun rôle, sinon celui de la reproduction et du gardiennage temporaire de ceux qui désormais sont d'abord les enfants de l'État. Dernier point, les finalités de l'offensive. Ayant essayé de décrire ce que l'utopie prétend faire à la famille et de la famille, on peut revenir en arrière et tenter de comprendre pourquoi elle le fait. Si on considérait la démarche utopique du point de vue de l'individu, on pourrait avoir le sentiment qu'elle lui offre une situation nouvelle et enchanteresse. Dans l'utopie, l'individu semble en effet libéré des pesanteurs, des contraintes, des obligations de la famille. L'individu libéré est également égalisé, chacun bénéficiant des mêmes chances, d'une même éducation, de même accès au savoir et à la raison. Et fraternel, la communauté formant un peuple de frères, réconciliés et réunifiés à jamais. Mais, on le sait, la démarche utopique est ailleurs. Celle-ci s'intéresse d'abord à l'ensemble, à la totalité. Derrière l'illusion séduisante que l'on vient d'évoquer, il est évident que la suppression de la famille poursuit des objectifs beaucoup moins sympathiques. Tout d'abord, l'éradication de la nature. On retrouve ici notre point de départ, l'utopie comme éradication d'une nature imparfaite, une nature mauvaise, qui doit être remplacée grâce à l'action technique de l'homme par un construit rationnel susceptible d'atteindre à la perfection. À cet égard, la dévalorisation de la famille permet d'intervenir sur la réalité brute, de remodeler celle-ci, de la refaire en fonction des besoins supposés de la cité idéale. Car la construction de cette dernière présuppose la table rase. Pour pouvoir tout rebâtir à neuf, selon les vrais principes, on ne peut laisser subsister quoi que ce soit du passé. Les vestiges de l'ordre ancien, comme la famille, justement, pourraient être perçus comme des contre-exemples, des alternatives à l'ordre nouveau, et donc comme des menaces insupportables pour sa pérennité. Deuxième point, la suppression des repères. Albert Speer, l'architecte favori de Hitler, revenant dans ses mémoires sur l'expérience nazie, constatait que, en fin de compte, la prétendue communauté du peuple ne se composait que d'individus isolés. De fait, une fois abolies les structures traditionnelles d'encadrement, et en premier lieu la famille, chacun se trouve au sein de la foule immense, plus isolé que jamais, tout seul. Privé d'une partie de son identité, l'individu sera, en outre, d'autant plus soumis, d'autant plus perméable à la volonté du pouvoir. Privé de famille, ou du moins d'une famille dotée d'une consistance et d'une signification réelle, sa seule identité, au fond, tient à son appartenance à la cité et au système. Et on revient aux thèses de celui que vous avez applaudi tout à l'heure, Vincent Payon, à ses thèses sur la religion républicaine et sur la nécessité préalable, dit-il, de supprimer les déterminismes socioculturels, bref, les liens, les rapports, les attachements dont la famille est porteuse. Dernier point, la disparition des contre-pouvoirs, puisqu'au fond, c'est à cela que mène cette offensive. Lorsqu'il n'existe plus que les individus, des monades isolées, l'unanimité utopique est à portée de main. Et avec elle, la suppression des contre-pouvoirs, la neutralisation des limites à l'action rédemptrice d'un pouvoir tout-puissant. En somme, la disparition de la famille est indispensable à la tyrannie, dans la mesure où la famille constitue l'ultime rempart, la dernière sauvegarde de la personne, de son identité
et de ses libertés. Au total, donc, et même si elle n'est pas toujours avouée, c'est bien à cette logique mortelle et imparable, celle de l'utopie, qu'il nous faut penser lorsque nous constatons jour après jour, loi après loi, mesure après mesure, projet après projet, les agressions que l'État républicain fait subir à la famille. Je vous remercie.